je vous présente les participants de cette session, de ce groupe de travail sur les regards croisés. Et donc, c'est M. Rachid Amara, professeur à l'Université du littoral de la Côte-Opale, qui est un écologiste marin qui étudie le fonctionnement des écosystèmes côtiers et estuariens, et notamment les habitats halieutiques essentiels. Il s'intéresse aux effets des changements globaux, changements climatiques, impacts anthropiques sur les habitats marins et les espèces. Madame Anne Reynaud est maître de conférence à l'Université de Côte d'Azur. Elle dirige un master de droit international public approfondi et ses intérêts tournent auprès de l'urbanisme, de l'environnement et de la protection du littoral. Elle est aussi membre du Conseil scientifique de l'Inde-mer. Madame Henrietta Scaglieri est conseillère juridique au ministère des Affaires étrangères de Grèce, où elle est principalement chargée des questions de droit de la mer, domaine dans lequel elle a rédigé une thèse qui a été couronnée par l'Inde-mer. Et elle a aussi fait des publications sur les questions estuariennes. Et M. Victor Luis Gutiérrez Castillo, professeur à l'Université de Jaén, en Espagne. Il coordonne le département de droit international public et de relations internationales et il est actuellement académicien de l'Académie royale de jurisprudence et de législation espagnole et membre du conseil scientifique de l'Inde-mer également. Et avant de donner la parole à mes collègues, je voudrais juste dire deux mots de ce qu'on a l'intention de faire aujourd'hui. Vous savez bien que nous avons réfléchi hier et nous continuons de le faire aujourd'hui, bien sûr, sur les différents enjeux posés par la protection et la préservation et les autres expressions qu'on peut utiliser du milieu marin. Or, le sujet de cette séance a la particularité de cibler des espaces situés aux confins entre mer et terre, dans le littoral, en adjacence immédiate et en interaction permanente entre ces deux écosystèmes. Un véritable écotone, donc, dont la valeur et l'utilité ont déjà été soulevées par la science. Riche en biodiversité, il n'est pas une ligne, mais une zone de terre, une bande côtière, au voisinage direct avec la mer et la terre, partiellement couvert par la terre et découvert par elle, selon la force des marées. Cette zone, parfois d'une étendue importante, peut à son tour comprendre des éléments aquatiques ou marins, ou les deux, où l'eau douce se confond avec l'eau saumâtre et l'eau salée. Il s'agit des estuaires, des zones humides, des lagunes, des marais, des mangroves, ces forêts côtières qui protègent le littoral contre l'érosion et absorbent le carbone et participent à la baisse des effets de serre dans notre planète. Enfin, des champs marins d'herbes, des hauts-fonds, des récifs coralliens, véritables gardiens de la terre contre les courants et forces de la mer. Ce sont là aussi des écotones, dans un écotone plus vaste. Leur action maritime, leur situation maritime, et territoriale fait qu'ils protègent la côte de tout avènement physique ou accidentel en provenance de la mer. Et d'autre part, ils possèdent une biodiversité riche et différenciée. Ils se dressent aussi en rempart contre les pressions venant de la terre et menaçant de nuire la mer. Les États, on l'a dit, doivent protéger toute la biodiversité et, bien sûr, les écotones côtiers et les écotones internes. On s'intéressera ici que des écotones côtiers puisqu'on parle du droit de la mer, n'est-ce pas? Cependant, leur protection et leur préservation sont des opérations multiformes,
face auquel le droit interne a de la difficulté à coordonner ses composantes transversales avec le domaine sectoriel des différentes activités. Il se heurte avec des difficultés substantielles et institutionnelles, opérationnelles. D'autre part, une réglementation sectorielle, internationale et régionale ne semble suffire à elle seule à embrasser tous les côtés de cette protection. D'où l'idée d'une protection holistique, inclusive, qui tienne compte de tous les enjeux présents dans chaque zone côtière via la gestion intégrée. Un effort à multiples objectifs dont la protection de leur biodiversité se décline en des mesures visant toute activité dans toute la zone côtière dans l'objectif d'un développement durable qui respecte en même temps la biodiversité des écosystèmes et leur entourage, y compris les communautés humaines qui vivent dans la région. Cette table, donc, intitulée « Regards croisés », a pour but d'échanger des réflexions entre scientifiques et juristes pour essayer de trouver des points de rencontre au profit de la protection et préservation de ces espaces aquatiques ou semi-aquatiques qui présentent une forte potentialité biologique couplée d'une grande vulnérabilité. Je me tourne vers notre premier intervenant, qui est le professeur Amara, pour lui poser la question suivante. Quelles sont les réalités qui composent la spécificité de ces zones de séparation et d'union entre la terre et la mer, leur nature et leurs caractéristiques d'écosystèmes marins ou aquatiques, leur richesse et les services qu'ils rendent, leur contribution à la protection de la côte contre les dangers en provenance de la mer, en même temps que leur vulnérabilité et les risques de régression dont elles sont victimes et qui proviennent tant du large que de la terre. D'où l'urgence de leur protection, évidemment, et préservation au niveau international et national. Je vous donne la parole. Vous l'avez pour une quinzaine de minutes, et que j'espère que vous n'avez pas dépassé, et pour pouvoir laisser la place à vos collègues et avoir le temps par la suite de prendre quelques questions et réflexions du public. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce colloque très intéressant, puisque ça permet d'échanger des points de vue entre des écologistes, biologistes, des juristes, voilà. Alors quand on m'a sollicité pour parler d'écotones, je vous avoue que j'étais un petit peu réservé, parce que ça fait de nombreuses années que je travaille sur les zones côtières et j'utilise, je dirais, quasiment pas ce terme-là. Mais bon, voilà, je me suis plié à l'exercice en essayant d'apporter quelques éléments. Alors, je vais peut-être commencer par une définition assez simple d'un écotone. Voilà, la définition classique que l'on peut retrouver dans n'importe quel dictionnaire. Donc, un écotone est défini comme une zone de transition écologique entre deux ou plusieurs écosystèmes. Donc, c'est un mot étymologiquement qui vient du grec, maison, tension. Donc, il y a le mot tension déjà. Donc, on s'attend à ce que ce soit un écosystème un peu particulier. Alors, ce terme écotone, effectivement, c'est un terme qui existe déjà depuis pas mal d'années, puisqu'il a été proposé la première fois en 1905 par un botaniste américain. Et je me suis amusé à regarder au niveau des publications, donc dans les bases de données Web of Science, voir un petit peu d'utilisation de ce terme, notamment dans le domaine des sciences environnementales. Donc, vous voyez que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus. Effectivement, il y a une croissance, je dirais, exponentielle d'utilisation de ce terme, mais qui est relativement récente. Dans le domaine marin, la première publication, elle date des années 69. Donc voilà, ça reste quand même relativement récent comme concept. Alors, lorsqu'on parle d'écotones de zones côtières, si on cible plus précisément sur les zones côtières, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, les définitions peuvent être parfois un peu mouvantes. Donc, on peut parler de zones qui sont situées à l'interface entre la terre et la mer, là où l'eau douce rencontre l'eau salée et où l'eau rencontre la terre.
et là où les marées montent et descendent le long des côtes. Donc voilà, ça reste une définition assez grande. Si on prend l'exemple d'un estuaire, typiquement qui est un exemple d'écotone, donc une zone estuarienne est un écotone à la fois entre l'écosystème marin, entre l'écosystème fluvial, plus en amont, mais aussi avec l'écosystème terrestre, avec qui il peut avoir une interactivité. Donc déjà, un point très important à retenir dans ces définitions d'écotone, il y a ces notions de continuité et d'interdépendance. C'est-à-dire que ces écotones côtiers sont à la fois en continuité, en interdépendance avec d'autres écosystèmes, ce qui fait que ces écotones sont sous l'influence, bien sûr, des habitats qui le bordent, mais ces écotones peuvent également influencer, modifier des habitats qui le bordent. Donc ce sont des milieux qui peuvent jouer des rôles très importants dans le fonctionnement plus global des écosystèmes. Alors, dans les zones côtières, on peut retrouver différents exemples d'écotones. Alors, j'ai mis, je dirais, les plus courants. Alors, vous avez en bleu les surfaces mondiales représentées par ces écotones. Donc, bien sûr, des herbiers marins, que ce soit des herbiers de zoostère ou de Positonie, qui représentent environ 300 000 km² à échelle mondiale. On a des estuaires, des lagunes, donc pareil, qui se retrouvent à la confluence des fleuves et des rivières. Des présalés, puisque ces présalés répondent aussi à cette définition des écotones, puisqu'ils sont découverts par les marées. Les mangroves, les récifs coralliens, voilà, pour les principaux, je dirais, écosystèmes qui rentrent dans cette catégorie d'écotones côtiers. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques que l'on peut, qui regroupent ces écotones? Alors, tout d'abord, le plus souvent, ce sont des environnements qui sont relativement complexes et dynamiques. Donc, ces écosystèmes qui sont très mouvants, qui à la fois dans l'espace et dans le temps. Mais aussi, ce sont, pour beaucoup de ces écotones, des écosystèmes qui présentent des gradients environnementaux qui peuvent être très marqués. C'est le cas, par exemple, dans les estuaires, où on va avoir des gradients très marqués de température, de salinité, etc. Une autre grande caractéristique de ces écotones côtiers, c'est leur forte productivité biologique. Ce sont des écosystèmes, généralement, qui, en termes de productivité biologique, sont très importants parce qu'ils bénéficient de quantités d'apports de nutriments qui favorisent cette production biologique, mais également sont des écosystèmes qui se trouvent le plus souvent donc, à la côte, avec des faibles profondeurs et qui permettent notamment la photosynthèse et donc le développement du réseau trophique. Donc riches en biodiversité, parce qu'ils abritent à la fois des espèces qui sont adaptées à ces écotones. On retrouve des espèces caractéristiques de ces écotones, mais également des espèces qui vivent dans des milieux qui lui sont adjacents, qui peuvent venir à un moment de leur cycle de vie fréquenter cette écotone. Ce sont des milieux qui se caractérisent également par des échanges très importants d'énergie et de matière, qui viennent à la fois d'origine fluviale et marine. Et puis sur le plan géographique, ces écotones côtiers peuvent se distinguer également par leur taille, mais aussi leur diversité de fonctionnement. Si vous prenez un estuaire, un récif corallien, ont des modes de fonctionnement qui sont totalement différents. Et puis enfin, ce sont des espaces limités en termes de taille, qui sont le plus souvent aussi convoités et, on le verra, très vulnérables, parce qu'ils concentrent généralement des enjeux à la fois écologiques et des enjeux socio-économiques. Alors, sans vouloir faire un cours, mais si on prend le cas des herbiers, qui sont des écotones qu'on peut retrouver ici sur les côtes méditerranéennes ou atlantiques,
Ces écotones, en fait, jouent un rôle très important puisqu'ils rendent de nombreux, ils peuvent fournir de nombreuses fonctions à la fois biologiques et écologiques, hein. Alors, sans entrer trop dans le détail, la purification de l'eau, l'oxygénation, ce sont aussi des ressources alimentaires très importantes. Ce sont des hotspots de biodiversité, hein. Si on prend l'herbier de Posidonie, par exemple, en Méditerranée, il rassemble 25% des espèces marines de Méditerranée. Mais aussi, ce sont des milieux qui jouent un rôle très important dans le cycle biologique de nombreuses espèces. J'y reviendrai un petit peu plus en détail, notamment des fonctions telles que des fonctions de nurserie, de reproduction, d'alimentation, de zones de refuge, donc qui sont très importantes. Et puis d'autres fonctions telles que la protection contre l'érosion du littoral, hein, notamment en atténuant la puissance des vagues, des courants, etc. La stabilisation des fonds. Donc des rôles très importants pour la lutte contre l'érosion et la protection des taureaux. Et puis aussi, on en a parlé dans les précédentes présentation, hein, la séquestration du carbone, puisque beaucoup de ces écotones, que ce soit les mangroves, les herbiers, sont connus aujourd'hui pour séquestrer plus de carbone que des forêts. Voilà. Si on prend le cas des estuaires, alors on retrouve un peu les mêmes fonctions, hein. Alors les estuaires, en plus, je dirais, ils ont le rôle de transit également. Ce sont des voies de migration pour des espèces amphioalines qui passent entre l'eau douce et l'eau de mer. Donc, c'est des milieux très importants pour ces populations de poissons. Ce sont aussi des zones d'alimentation, de repos pour des oiseaux. Voilà, mais également, il joue un rôle important dans la qualité de l'eau, hein, puisqu'il joue le rôle de filtre. Alors, je voudrais surtout m'attarder, passer un peu de domaines sur lesquels je travaille. Si on regarde ici, sur cette diapositive, le cycle de vie classique, je dirais, d'un poisson marin, hein. C'est-à-dire que les poissons adultes vivent en mer, le plus souvent ils se reproduisent en mer sur des zones qu'on appelle des frayères. Et à un certain moment de leur vie, ils vont plutôt se rapprocher de ces zones côtières, hein, de ces écotones côtiers, que ce soit des lagunes, des estuaires, des herbiers de Posidonie, parce qu'ils vont trouver dans ces zones à la fois une zone de refuge, de protection contre des prédateurs, mais aussi des zones où les conditions sont plus favorables au développement de ces petits poissons. C'est ce qu'on appelle des zones de nurserie ou de nourricerie. Et donc, ces écotones côtiers, ils vont jouer un rôle très important dans le renouvellement des ressources halieutiques, parce que vous imaginez bien que si ces écotones côtiers devaient disparaître, ben, le cycle de vie de ces poissons ne pourrait pas se dérouler et on n'aurait presque plus de poissons en mer. Alors, pour donner quelques exemples de chiffres, en Europe, on a 44% des espèces d'intérêt halieutique qui dépendent à un moment donné de leur cycle de vie de ces écotones côtiers. Donc on voit bien que voilà, si jamais il y avait un souci de préservation, c'est toutes ces ressources halieutiques qui seraient touchées. Alors c'est pareil, il y a l'exemple dans les lagunes méditerranéennes, hein, dans le golfe du Lion, où il y a une étude récente qui montrait que 80% des dorades qui vivent en Méditerranée, enfin dans le golfe du Lion, sont dépendantes des lagunes de cette région. Mais c'est valable également dans les mangroves, où on a 2/3 des espèces qui sont pêchées dans les régions où il y a des mangroves qui dépendent de ces mangroves. Donc on voit bien l'importance de ces écosystèmes au niveau des ressources halieutiques. Alors bien sûr, ces écotones fournissent aussi d'autres biens et services, hein. Je vais y passer très vite. Alors bien sûr, des zones de pêche, d'aquaculture, et donc fournissent des ressources alimentaires pour les loisirs, des activités portuaires, etc. Donc on voit bien l'intérêt vraiment de préserver ces écotones, parce qu'ils jouent à la fois un rôle écologique très important, mais également ils fournissent
des services voilà, pour l'humanité. Alors malheureusement, ces écotones côtiers, ce sont des écosystèmes, ils font partie des écosystèmes les plus vulnérables et les plus exposés aux pressions anthropiques. Alors ça se comprend très bien parce que l'essentiel des activités anthropiques aujourd'hui s'exerce quand même sur ces zones très côtières. Et en fait, on peut voir sur ce graphique qui illustre à peu près différents types de pressions qui peuvent s'exercer ici dans le cas présent d'un estuaire. Et ces pressions, le plus souvent, se cumulent et donc vont avoir un effet important et significatif sur le fonctionnement de ces écotones. Alors, pour illustrer un petit peu mon propos, je vais prendre l'exemple de l'estuaire de la Seine, qui est un des plus grands estuaires en France. C'est un estuaire qui a subi au cours des décennies de nombreux aménagements portuaires, l'artificialisation des berges, etc. Et tous ces aménagements anthropiques ont eu comme conséquence la réduction de la surface des vasières. On peut voir ici sur ce graphique, ce qui est représenté en jaune, c'est la surface des vasières qui, au cours des décennies, vous voyez, a fondu comme neige, puisque 75% des vasières aujourd'hui de l'estuaire de la Seine ont disparu en l'espace de 150 ans. Or, on sait bien que ces vasières jouent un rôle très important, à la fois en tant que filtre naturel, donc un impact sur la qualité des eaux, mais également elles ont un fort potentiel trophique, puisque ce sont des zones d'alimentation à la fois pour les oiseaux, mais aussi pour les juvéniles de poissons, comme j'expliquais tout à l'heure, qui viennent s'alimenter au niveau de ces vasières. Et une étude a montré que justement, enfin, a fait le lien, si vous voulez, entre la diminution de la surface de ces vasières et la réduction de l'abondance de certaines populations de poissons, en l'occurrence de la sole, qui est une des espèces commerciales, je dirais, la plus exploitée en Manche. Et ils ont pu montrer que cette diminution des surfaces des vasières a eu pour conséquence une réduction de 42% de la taille des stocks de sol. Donc on voit bien les conséquences que ça peut avoir. Alors aujourd'hui, je vais... Ouais, c'est juste très bien. Aujourd'hui, ces écotones côtiers, comme je disais, ils sont soumis à de très nombreuses pressions anthropiques et on constate un peu partout que la surface de ces écotones ne cesse de diminuer. Alors là également, j'ai mis quelques exemples chiffrés. Les herbiers marins qui ont diminué d'environ 30% la surface des herbiers. Les mangroves, pareil, qui ont diminué de 20% au cours des 40 dernières années. Et bien sûr, toutes ces diminutions de surface sont liées à toutes ces activités anthropiques, que ce soit sous forme de pollution, de dégradation d'habitat, de surpêche, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On peut voir ici que pour les mangroves, par exemple, on sait que ces mangroves, aujourd'hui, sont fortement utilisés ou sollicités pour la crevetticulture. Donc, il y a eu des destructions très importantes de ces mangroves. On estime à 38% des mangroves qui ont été détruites pour développer cette activité de crevetticulture. Donc tout ça, forcément, bien sûr, ça impacte après les fonctions que je vous ai décrites de ces écosystèmes qui sont relativement remarquables. Il y a la pollution, on en a déjà parlé. Alors bien sûr, comme ce sont des écosystèmes qui se trouvent vraiment à la limite entre la terre et la mer, donc bien sûr, ce sont les premiers à recevoir, sont les réceptacles de toutes ces pollutions d'origine terrestre, alors que ce soit des apports de nutriments qui peuvent causer des problèmes d'eutrophisation, comme on peut le constater en Bretagne, etc. Des contaminants chimiques, divers types de contaminants chimiques. On s'intéresse de plus en plus à certains contaminants que l'on qualifie de polluants émergents, notamment des substances pharmaceutiques qui peuvent avoir comme conséquence perturber le fonctionnement endocrinien des espèces. Il y a plein d'études qui
qui montrent ces impacts. Et puis aussi, aujourd'hui, de plus en plus, on est concerné par cette pollution plastique qui constitue vraiment un fléau aujourd'hui, qui touche tous ces écotones côtiers et qui les perturbe, puisqu'aujourd'hui, on retrouve des microplastiques dans tous ces écotones côtiers. Toutes les études qui sont intéressées à des écotones côtiers ont détecté la présence de microplastiques, et dans tous les organismes et dans tout le réseau trophique, en partant depuis des espèces zooplanctoniques ou même bactériennes jusqu'aux des maillons supérieurs. Donc forcément, toute cette pollution va avoir un impact à la fois sur les espèces, mais aussi sur le fonctionnement des écosystèmes, et évidemment des risques sanitaires non négligeables. Alors juste pour terminer, ces écotones côtiers peuvent être qualifiés dans le cadre de la DCE. On parle aussi de masse d'eau de transition pour les estuaires, par exemple, ou les lagunes, donc qui rentrent aussi dans cette dénomination. Et on voit bien, par exemple, qu'en France, les derniers résultats de la DCE montrent qu'on a encore une grande proportion de ces masses d'eau de transition, donc de ces écotones côtiers, qui ne satisfassent pas, qui présentent un état à la fois chimique et écologique qui n'est pas satisfaisant. Donc il y a encore un très gros travail à faire pour améliorer la qualité de ces écotones. Je terminerai avec ça, juste pour dire que ces écotones côtiers, en termes de surface, certes, ils ne représentent pas de très grosses surfaces, puisque à l'échelle mondiale, ça représente environ 8% de la surface de la planète, mais on a pu voir qu'ils assurent des services écologiques qui sont très importants pour le maintien de la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, et que ce sont malheureusement aussi des écosystèmes les plus vulnérables. Aujourd'hui, beaucoup d'études se focalisent sur ces écosystèmes, mais on manque encore de connaissances à la fois sur le fonctionnement de ces écosystèmes, mais surtout aussi de leur interdépendance avec les autres écosystèmes, ce qui complique un petit peu des choses. Même si on arrive aujourd'hui à avoir pas mal de connaissances sur les effets des pressions anthropiques sur ces écosystèmes, on manque de connaissances sur les effets cumulés. C'est quelque chose qu'on commence à peine à étudier. On a du mal un petit peu à estimer ces effets cumulés sur ces populations. Et puis, bien sûr, le changement climatique, mais ça a été abordé dans d'autres tables rondes, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, j'espère avoir pas trop dépassé le timing. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Amara, pour cet exposé de ce que les écotones nous donnent, et des dangers dont ils souffrent, dont ils sont menacés, qui sont écologiques, sociaux et économiques, et de leur rôle dans la protection de la côte et de la mer en même temps. Donc, il faut voir maintenant quel est l'apport du droit. Maintenant, le besoin de protection est établi, la science nous le dit. Que fait le droit là-dessus? Quels sont les principaux enjeux et les instruments juridiques qui sont utilisés dans cet objectif de protection, donc, et comment cette protection se réalise-t-elle dans le respect du développement durable de la zone dans laquelle elles sont situées, et qui mettent en relation la protection et la préservation de la biodiversité en accord avec la connaissance de la science, leur milieu naturel, leurs spécificités biologiques dont on a entendu parler, et en tenant compte évidemment de la société des humains qui les entourent. Voilà, c'est la question que je pose à Madame Anne Reynaud, et je lui demande de prendre la parole. Merci, cher professeur. Avant de prendre la parole, je voulais remercier tous les organisateurs pour cette magnifique
journée et ces magnifiques journées, puisqu'il y a eu vendredi et samedi. Et je vous prie de m'excuser déjà de ne pas avoir pu participer, hélas, à la sûrement magnifique journée de vendredi. Mais je suis déjà bien récompensée parce que j'ai déjà écouté des très belles interventions. Et en l'occurrence, celle de notre collègue, le professeur Amara, concernant cette notion, c'est vrai, un petit peu inconnue des écotones côtiers, qui sont ces zones de transition et que, c'est vrai, on a plutôt l'habitude de qualifier, dirons-nous, d'écosystèmes côtiers. Alors, professeur Diplat, vous m'avez demandé quels sont les instruments juridiques qui se préoccupent de la protection des écotones côtiers, des écosystèmes côtiers. La réponse est à la fois simple et compliquée dans la mesure où ce sont toutes les branches du droit, tous les ordres juridiques qui se préoccupent de cette question. En effet, on a une préoccupation de cette question avec le droit international, avec le droit régional et bien sûr avec le droit interne. Donc en fait, ce sont les différents ordres juridiques qui sont mobilisés. Concernant le droit international, vous le savez tous, il y a une forte activité en matière conventionnelle et notamment avec la fameuse Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, avec en aval les nombreuses conventions régionales qui vont avoir une approche plus ciblée sur tel ou tel espace géographique. Il y a également, sur le plan conventionnel, un certain nombre de textes qui visent à appréhender la question des écotones côtiers à travers le prisme de la biodiversité ou à travers le prisme des changements climatiques. Donc il y a ici une masse déjà juridique relativement importante. À cette activité conventionnelle que l'on retrouve donc au plan du droit international, on retrouve classiquement les principes du droit international de l'environnement, notamment qui tendent à donner une ligne de conduite, on peut l'espérer impérative, à l'adresse des États, justement pour qu'ils assurent un développement durable, qu'ils prennent une attitude de précaution, qu'ils envisagent la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur, notamment lorsqu'il y a des comptes à rendre vis-à-vis de la pollution de ces fameux écotones qui jouent un rôle fondamental dans cette jonction terre-mer et mer-terre. Le droit régional, on retrouve une sensibilité en matière de protection de l'environnement, de manière générale, Asie, Afrique, Europe. En Europe particulièrement, on sait que l'Union européenne joue un rôle très pragmatique, notamment par sa profusion de normes, ce dont on l'accuse parfois, mais en tous les cas, effectivement, il y a des directives extrêmement importantes en matière de qualité de maintien des habitats, en l'occurrence sur ces espaces à la jonction de terre et mer qui jouent un rôle fondamental. Sans m'appesantir davantage, également, le Conseil de l'Europe a été un des pionniers dès 1973 avec une approche intégrée des systèmes littoraux et on attribue d'ailleurs à une résolution de 1973 la première, en quelque sorte, formalisation de la notion de gestion intégrée des zones côtières qui est indispensable pour avoir une approche globale de la question. Les droits internes, bien entendu, interviennent en aval avec tout un système différencié selon chaque État, mais on retrouve globalement toujours un corpus législatif ou réglementaire, codifié ou non en matière de protection environnementale et notamment des littoraux, qui vise à interdire notamment les constructions sur les littoraux ou à soumettre à des évaluations environnementales tout aménagement sur ces espaces fragiles ou à protéger certaines zones dignes d'intérêt, notamment des zones humides ou des zones dans lesquelles on va relever des biotopes particulièrement importants pour la préservation et la qualité de ces écotones. Voilà globalement le paysage très large que je pouvais dresser, mais en essayant d'avoir une approche un peu plus précise, et notamment au regard des 40 ans de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, oui,
je voulais montrer ici toute la pertinence, en fait, de cette convention pour la question de la protection des écotones côtiers, de ces écosystèmes. En effet, pourquoi ? Parce que la convention, en fait, a une approche globale de la question. Elle vise toutes les mers, elle vise tous les océans. Dans le préambule de cette convention, on a pu lire que les États parties sont particulièrement conscients de pouvoir appréhender, régler, même c'est le terme utilisé, tous les problèmes liés au droit de la mer. Par ailleurs, la convention a une vision non seulement unitaire du milieu marin, mais aussi une vision pointant l'interdépendance des différents éléments qui rentrent en ligne de jeu dans l'appréciation de la qualité de ces écotones. Donc, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est particulièrement pertinente de par cette vision unitaire du milieu marin, et notamment, elle s'intéresse certes aux espaces qui sont en dehors de la juridiction des États, et on voit que l'actualité a porté notamment sur le fameux traité BBNJ, mais ce n'est pas que ces espaces-là qui sont abordés par la Convention, c'est aussi les espaces sous souveraineté. Et effectivement, on peut lire dans la Convention toute une série de dispositions qui s'intéressent à ces zones sous souveraineté étatique, notamment la mer territoriale, les zones contiguës, les baies, la mer intérieure et les baies, les ports, les récifs coralliens, les estuaires, bref, en fait, tous ces éléments qui sont vraiment sous l'autorité de l'État et donc à l'égard desquels la Convention impose donc une obligation de protection et de préservation. Il y a ici ce devoir qui vaut pour l'ensemble du milieu marin, dont ces espaces sous souveraineté. Donc, bien évidemment, les États ont ici un rôle après constructif à jouer dans l'élaboration de leurs propres règles de droit interne. Par ailleurs, la Convention du droit de la mer joue également un rôle essentiel dans la protection des écotones, puisqu'elle pointe précisément l'interdépendance des différents éléments de ce milieu marin, et notamment, elle comprend la fragilité, elle appréhende la fragilité de ce milieu, en l'occurrence à travers le prisme de la pollution, et notamment de la pollution tellurique. En effet, la Convention impose des obligations de faire à l'égard des États pour justement essayer de réduire, prévenir et maîtriser la pollution tellurique et la pollution donc qui résulte d'une introduction directe ou indirecte par la main de l'homme ou par le biais des différents acteurs économiques de cette pollution qui s'avère extrêmement délétère vis-à-vis de ces écotones côtiers. Et la Convention s'intéresse ici à l'ensemble des effets nuisibles qui sont supportés globalement, nous dit la Convention, par les ressources biologiques, la faune, la flore, la santé humaine, ce qui est un élément extrêmement important, les activités maritimes, la pêche, toute autre activité légitime, et la qualité de l'eau. Donc, la Convention pointe sur le fait que la qualité du milieu marin dépend, en fait, de la qualité aussi, par exemple, des eaux douces et l'attention que portent les États pour empêcher cette pollution. Et donc, la Convention cherche à ce qu'il y ait des interactions qui fonctionnent entre terre-mer et mer-terre, et en même temps qu'elles fonctionnent bien, tant qu'à faire. Et on peut remarquer concrètement que certains événements climatiques, des phénomènes environnementaux dont certes les causes sont en partie anthropiques, peuvent affecter gravement
les écotones côtiers. On peut penser par exemple à la sécheresse et à la diminution des cours d'eau qui viennent en fait moins alimenter certaines mers, et notamment on peut penser à la mer Noire qui subit vraiment une forte altération en raison de la sécheresse progressive des cours d'eau qui n'amène plus les nutriments nécessaires, qui font qu'il y a une salinisation de plus importante de la mer Noire, etc. Bref, on a un impact qui est véritablement grave pour cette situation. Dans un autre registre, mais fort proche, eh bien, on a l'exemple de la mer d'Aral qui montre combien les activités humaines peuvent être gravissimes pour ces mers fermées. Par ailleurs, la perception de ces conséquences délétères sur le milieu marin sont clairement visibles du fait, comme vous le soulignez, M. Amara, des activités sur cet espace convoité. On peut en effet constater qu'il y a des digues de protection, des ports qui sont étendus, etc., et qui ont eu une conséquence relativement notoire sur l'environnement marin. Alors, le fait est que désormais, la perception est plus claire des conséquences négatives de ces activités, et actuellement, pour prendre l'exemple, en tous les cas, de la jurisprudence française, on voit qu'il est extrêmement, voire quasi impossible pour des autorités locales d'étendre un port, puisque chaque fois, à ce moment-là, on vient menacer l'existence de champs de Posidonie ou de Cymodocée, etc. Et en général, désormais, le droit de l'environnement français, notamment la loi littorale, est un barrage à ce type d'activité. L'homme est donc un fardeau pour ces écotones, mais en même temps, les espaces côtiers, comme vous l'avez vu hier, sont aussi une menace pour ces mêmes populations qui sont de plus en plus présentes sur le littoral, et donc c'est bien les interactions mutuelles qui existent. Et bien actuellement, on se préoccupe largement de la transformation du trait de côte, de la modification de celui-ci, qui amène les États, du moins pour certains, à délocaliser carrément des villages ou des communes, parce qu'il n'est plus possible de maintenir une présence humaine sur ces espaces. Donc il y a des adaptations qui sont nécessairement à prendre. Alors, la Convention, indubitablement, est fondamentale, est un acte majeur dans la protection du milieu marin et des écotones en particulier, parce qu'elle est en même temps très avant-gardiste, et elle a été très avant-gardiste dans les principes qu'elle a développés de manière explicite ou même de manière implicite. Voilà, explicitement, on sait qu'il y a le devoir de précaution, mais de préservation et de maintenir dans une certaine qualité les milieux marins, dont les écotones. Mais c'est aussi le développement durable qui est exprimé, le devoir de prévention, le devoir de protection de la biodiversité, et surtout, peut-être dirais-je, dans cette assemblée où il y a de nombreux scientifiques des sciences dures, il y a cette obligation de promouvoir la coopération scientifique et de véritablement favoriser une meilleure connaissance du milieu, parce qu'on ne peut véritablement préserver que ce que l'on connaît bien. D'accord ? Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. La recherche scientifique est vraiment consubstantielle avec les progrès de la protection du milieu marin de manière générale. Et on sait que même si dans la Convention on ne parle pas de principe ou d'attitude de précaution, le Tribunal international du droit de la mer a développé une jurisprudence en ce sens pour exhorter les États justement à avoir une approche particulièrement attentive et précautionneuse. Alors, deuxième élément de votre
de votre question, et j'en terminerai par là, c'est comment en fait protéger ces écotones et ces milieux marins. Alors, par une approche volontariste des États, en effet, et ceci est impulsé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, puisqu'il y a, comme ça a été déjà souligné ce matin, une invitation forte des États à coopérer sur le plan mondial et sur le plan régional, notamment concernant les mers fermées ou semi-fermées, pour la recherche scientifique. Et on a vu ainsi que cette coopération se matérialise par différentes conventions régionales, Barcelone, Carthagène, etc. Il y a également un épanouissement des droits internes, bien entendu, avec à la fois développement de normes contraignantes, mais aussi de normes qui se veulent plus consensuelles, et le concept de gestion intégrée des zones côtières permet justement de réunir les différents utilisateurs d'un même espace fragile et de trouver ensemble des solutions qui soient acceptables parmi les concurrents de l'utilisation d'un même espace. Outre cette approche volontariste, on peut aussi faire mention du rôle joué par le juge en matière de protection de l'environnement, notamment pourquoi ? Parce que l'État, d'un côté, va prendre appui sur la justice pour pouvoir avoir notamment une forme de réparation au regard des atteintes à l'environnement qui ont été réalisées par une marée noire, on l'évoquait ce matin. Alors bien entendu, le droit est parfois, notamment sur le plan juridictionnel, un peu en retard par rapport aux avancées de la science, mais bon, il faut laisser le temps au temps pour pouvoir dégager des solutions intéressantes. Mais ne serait-ce que sur cette question des marées noires qu'on évoquait ce matin, il y a quand même des éléments juridiques qui en sont ressortis de manière fort intéressante. Et par exemple, celui de préjudice écologique. L'affaire de l'Erika a permis à l'État français, aux collectivités territoriales qui se sont trouvées impactées, de mettre en avant cette fameuse notion de préjudice écologique qui permet certes une forme d'indemnisation, mais aussi de restauration, ce qui est un élément important, même s'il y a beaucoup de doutes sur l'impact réel d'une restauration. Et j'en terminerai très rapidement par là. Je pense aussi, dans le cadre du contentieux, dans le cadre de l'Union européenne, par exemple sur la présomption aussi, qui peut être imputée à des raffineries qui sont dans un golfe précis, pour pouvoir considérer que celle-ci, même si on n'a pas une certitude sur le fait qu'elle soit responsable de la pollution de la baie en Sicile, soit véritablement, c'est le moyen de trouver un moyen de faire une indemnisation au regard de la suspicion, de la présomption qui existe. Voilà, donc écoutez, le fait est que le juge est un élément qui me semble indispensable dans la protection, notamment parce que l'État aussi, désormais, est de plus en plus redevable. En effet, on le voit avec la justice climatique, des associations viennent demander des comptes à l'État pour le respect de ses obligations internationales, donc en matière de changement climatique, mais rien n'empêche d'envisager qu'il y ait également, vis-à-vis même des juges nationaux, des associations qui viennent demander des comptes à l'État pour justement la dégradation des écotones côtiers. On peut parfaitement faire un parallèle entre ces deux éléments. Donc voilà globalement l'approche que je souhaitais rapidement faire devant vous. Et Madame Dipla me rappelle, en effet, puisqu'il y a des interventions très intéressantes avec mes chers collègues. Merci beaucoup de cette intervention. Je vous remercie beaucoup, Madame Reynaud, de cette intervention, du tableau général que vous avez dressé sur l'effort de protection
de ces écotones et de l'apport et du rôle du droit interne. Évidemment, j'espère qu'on aura l'occasion de parler un peu plus aussi du rôle du droit international, mais ça va venir. Je donne la parole donc à Madame Henrietta Scaglieri, qui va nous parler des estuaires. Les estuaires, donc, et je lui pose la question suivante. Les estuaires sont des systèmes particuliers et vulnérables, on l'a vu, qui ont besoin de protection renforcée. La question se pose donc de savoir dans quelle mesure les multiples régimes de protection, internationaux, régionaux, européens, sont applicables aux estuaires. Est-ce que l'approche sectorielle, l'approche de la fragmentation de réglementation et d'outils laisse une place à une approche plus intégrée? Parce qu'on parle des écotones, mais on aimerait aussi parler des zones. Parce qu'en fait, la protection des écotones passe par la protection des zones. Et c'est là où je voulais en venir. Donc, et c'est ça la question que je vous pose. Et si oui, comment ce processus vers l'intégration, justement, se réalise-t-il dans ces espaces estuariens? Je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier l'Andemer pour cette invitation qui m'honore. Félicitations aussi pour le rapport, qui est vraiment un travail excellent. Parmi les écosystèmes côtiers, surtout les estuaires sont particulièrement vulnérables, comme M. Amara a dit, parce qu'ils subissent les pressions de la terre, de la mer et des fleuves. Alors, leur caractère de transition donne une multiplicité de régimes, surtout de protection, dont les aspects complémentaires ou conflictuels parfois peuvent être régis par une approche intégrée. Nous allons voir dans un premier temps, de manière succincte, certains régimes de protection qui sont applicables aux estuaires, et dans un deuxième temps, dans quelle mesure on peut dire qu'il y a une certaine intégration entre les outils de gestion qui relèvent des instruments internationaux et nationaux. Premièrement, il n'y a pas, les estuaires ne sont pas des espaces juridiquement définis. Mais, comme il est normal, la question de savoir si un estuaire entre dans le champ d'application d'un accord, c'est une question d'interprétation de l'accord ou de l'instrument. Nous avons il faut noter que les estuaires, du point de vue du droit de la mer, sont des eaux intérieures en principe, mais il arrive aussi que les estuaires ne sont pas que les eaux intérieures. Par exemple, ici, il y a un large estuaire qui aboutit sur une baie, et alors les lignes, les dispositions de la Convention des droits de la mer sur la fermeture de la baie ne peuvent pas être appliquées. Alors, dans ce cas, ce ne sont pas seulement des eaux intérieures. Les instruments, il y a, comme Mme Renaud a dit, la CNUDM a une référence express aux estuaires. Il y a d'autres instruments aussi qui ont une référence express. Il y a aussi des instruments qui ont une référence géographique, par exemple au saumâtre, ou une expression comme à partir de la ligne de base jusqu'à la limite d'eau douce, qu'on trouve souvent dans le protocole de Barcelone. Mais aussi, il y a des instruments qui prévoient que les instruments, qu'il revient à l'État partie d'étendre le champ de l'accord aux zones côtières telles que déterminées par celui-ci, par l'État. Et à part ces instruments, il faut dire qu'il y a des critères, comme le critère de salinité ou le critère de l'amplitude de la marée, qui sont très fréquemment utilisés par les États. Et alors, on peut dire que ces critères sont acceptés, mais chaque fois, ça dépend du contenu et du but de l'instrument. En ce qui concerne les divers dispositifs de protection, nous allons focaliser sur l'articulation des dispositifs, surtout dans le droit, dans le cadre réglementaire communautaire.
Et on peut identifier les synergies entre ces différents instruments sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est autour de la directive cadre sur l'eau. C'est vraiment une directive importante pour les estuaires aussi. C'est autour de celle-ci, de cette directive, que se développent tous les autres dispositifs, les synergies avec les autres dispositifs. Nous avons cette définition pour les masses d'eau qui comprend aussi les estuaires. La directive sur l'eau vise à harmoniser des normes et les méthodes d'évaluation et de surveillance pour une meilleure comparabilité des résultats du suivi et du contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire pour les estuaires? Ça veut dire que les États définissent les limites spatiales des masses d'eau sur la base des méthodes uniformes. Ça veut dire aussi que les États déterminent le type de la masse d'eau des estuaires sur la base des facteurs communs, ce qui permet une classification homogène de leur état écologique, bon état, très bon état, moyen état, et ça en utilisant des critères ou des indicateurs communs. Synergie aussi il y a des synergies aussi avec les directives nature et surtout la directive Habitat. La directive Habitat inclut les estuaires entre les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire. Alors, il y a une interaction aussi substantielle parce que l'amélioration du niveau de la qualité de l'eau contribue et est indispensable pour l'état favorable de conservation du site Natura, par exemple. Mais il y a des chevauchements géographiques entre les sites Natura et les masses d'eau sur la base de la directive. Et ici vient la directive qui dit que quand il y a ces chevauchements, l'objectif le plus strict est applicable. Et aussi, il faut dire que selon les orientations relatives, selon les orientations de la Commission européenne sur l'application de la directive Habitat, lorsque cela est possible, les plans de gestion de sites Natura doivent s'inscrire dans le plan de gestion général du strict hydrographique, ce qui relève de la directive cadre sur l'eau. Et en plus, il y a de complémentarité avec la directive pour la stratégie marine. Et cette directive ne concerne pas spécialement les estuaires en tant que tels, parce qu'elle dit qu'elle concerne les eaux marines et les eaux côtières, mais les eaux côtières sont définies, ils s'étendent de 1000 marins au-delà de la ligne de base jusqu'à la limite des autres conditions. Alors, il ne concerne pas les estuaires en tant que tels, mais on ne peut pas dire que les estuaires ne sont pas concernés. Premièrement, parce que quand les États définissent leur zone côtière, ils comprennent aussi très souvent les estuaires. Et deuxièmement, parce que quand il y a besoin de traiter un problème de trophisation, par exemple, dans son entièreté, dans toute la région, sur une plus grande échelle, et là, il comprend, cette région comprend aussi les estuaires sur la base, en utilisant les outils uniformes de la directive sur l'eau. Alors, il y a des synergies dans le cadre des mers régionales. Et là, il y a vraiment, les directives sont utilisées, les outils qui relèvent des directives sont utilisés. On peut prendre le cas de l'OSPAR, où l'OSPAR contient les estuaires, la mer et aussi la zone côtière. Alors, c'est au sein de cette organisation que se réalise cette intégration entre les outils des différentes directives et des différents instruments européens. Cela est illustré par exemple par la procédure commune. Il y a une procédure commune dans l'OSPAR pour évaluer l'état d'eutrophisation et là, ces outils sont utilisés et les indicateurs communs qui sont plus souvent utilisés sont les nutriments, l'apport des nutriments, les algues, l'oxygène et le chlorophylle.
Et à part ça, il y a un exemple, par exemple, un estuaire peut être classé au début comme une zone à problème potentiel et peut être déclassé après passer à la catégorie des zones sans problème si, par exemple, les traités, c'est un problème d'eutrophisation est traité par établir les connectivités et la connectivité entre les diverses parties de l'estuaire, ce qui est très important d'avoir une connectivité, une continuité biologique. Et finalement aussi, on doit noter qu'en France, le concept de masse d'eau de la directive sur l'eau est intégré dans les régions OSPAR contenant des estuaires et les limites spatiales intérieures de ces régions OSPAR sont ajustées en conséquence. La protection des estuaires alors profite de cette articulation structurée des régimes, voire intégration, en ce qui concerne les objectifs et aussi les normes d'évaluation et de surveillance. Bien sûr, il y a des disparités qui rendent difficile la comparabilité. Alors, il y a un certain travail, mais ces synergies sont déjà un bon résultat. Et le troisième niveau d'intégration est le niveau la gestion intégrée qui concerne la zone côtière. Le protocole de Madrid sera développé par M. Gutiérrez et ce protocole vise la zone côtière et aussi ce qu'on comprend aussi les estuaires parce que la limite intérieure, comme on dit, est la limite administrative des entités côtières locales. Les États peuvent les fixer différemment. Et aussi, le protocole accorde une attention particulière aux estuaires en tant qu'écosystèmes fragiles qui doivent être pris en considération dans les plans de gestion. Des outils importants pour la gestion des estuaires et la planification spatiale, et d'un côté, et de l'autre côté, les procédures d'études d'impact environnementaux. Finalement, et ce qui est intéressant, c'est que selon les orientations que nous avons mentionnées auparavant de la Commission européenne pour les directives nature, afin de mieux intégrer les politiques en faveur de la nature et des ports, il convient de développer une planification stratégique pour l'unité écologique la plus précise possible, estuaires, districts hydrographiques, etc. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Excusez-moi. À la deuxième partie, concernant les outils de gestion, la gestion intégrée de la zone côtière comprend les estuaires. Parfois, c'est l'estuaire lui-même qui est la zone côtière. Mais la question se pose si les plans existants sont suffisants pour traiter les problèmes de l'estuaire. Alors, cela arrive s'il y a une lacune de gestion ou si l'estuaire est large. Ou si le plan de gestion ne peut pas répondre aux complexités, aux enjeux complexes de l'estuaire. Les États se rendent de plus en plus du besoin d'intégrer cette approche écosystémique dans les plans de gestion. Les outils les plus fréquents utilisés dans les estuaires sur le plan interne, c'est le plan de gestion du site Natura et aussi le plan du district hydrographique sur la base de la directive d'eau. Il y a aussi, les États s'efforcent de faire cette intégration et aussi avec les plans de gestion et les plans de stratégie concernant les installations portuaires, mais cela n'est pas si évident. Alors les plans de gestion contre les risques d'inondation incorporent cette dimension de conservation et de restauration de la nature. En plus, les plans intégrés de gestion des sites naturels intègrent ces double objectifs de conservation et objectifs aussi d'usage concernant l'activité économique de l'estuaire. Un exemple intéressant est le plan trilatéral de la mer de Baden entre le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas, qui, dont une grande partie de ce plan est basée sur les plans de gestion qui sont préparés, ces plans de gestion qui sont préparés par les États.
Alors, il y a l'existence de divers plans de gestion et en fonction des secteurs, par exemple, plan d'urbanisme, plan contre les inondations, plan d'aménagement. Et ça, c'est un phénomène fréquent. Et jusqu'à 1 degré, c'est un phénomène qui est qui est inévitable. Mais la question se pose, comment la gouvernance peut adresser cette fragmentation. Ici, on voit un exemple des secteurs dont dépendent les différents organes, la fonction des différents organes. C'est un schéma, c'est un estuaire en Angleterre, et c'est un schéma qui a été préparé par le partenariat qui surveille cet estuaire. Et alors, le premier, nous pouvons aborder les enjeux qui sont importants pour les estuaires, qui sont les enjeux de la zone côtière et aussi les enjeux de gestion des propres estuaires. La nécessité de coordination, il y a une nécessité de coordination accrue à cause de la complexité de l'espace estuarien. Or, comme dans les autres espaces, il y a des carences de gouvernance et de coordination. Nous n'entrons pas dans les diverses structures parce que cela relève de l'administration de chaque État, mais on peut dire que les structures vont d'une structure hiérarchique ou centralisée à une structure moins centralisée qui comprend des entités locales ou des organismes de gestion privés. Et aussi, la coordination peut être institutionnalisée, comme par exemple la gestion les conseils de gestion dans les parcs naturels marins en France, ou peut-être une coordination non institutionnalisée, par exemple cet estuaire que nous avons vu en Angleterre, qui était surveillé par un organe non statutaire. Mais les modèles de gouvernance, ils sont difficilement transposables dans un cas à un autre. En ce qui concerne la gouvernance des estuaires partagés par 2 États, là, il y a souvent des accords qui prévoient la gestion de et la coopération en matière de gestion, comme par exemple le cas de l'ESCO entre les Pays-Bas et la Flandre, qui prévoit un comité mixte et un comité qui est chargé de coordonner les mesures de gestion et des divers plans de gestion. Alors, un élément donc essentiel à traiter dans un plan de gestion est le rapport de ce plan avec son articulation avec les autres plans de gestion. Un exemple dans cette direction peut être le plan de gestion du parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Ici, nous voyons un passage relatif de ce plan de gestion. Il est parfois aussi considéré nécessaire de définir les limites spatiales de la zone du plan en cohérence avec les limites spatiales des autres plans. En ce qui concerne l'approche spatiale dans la gestion, on peut se référer à l'exemple d'un estuaire, l'estuaire Chesapeake aux États-Unis, qui a passé par et là l'intégration a passé par diverses étapes. La compétence des organes responsables et le programme est élargie afin de comprendre toute la région et pour réduire la pollution à la source. Et un deuxième aussi, on voit dans ce cas un élargissement du point de vue substantiel aussi, parce que la gestion de l'estuaire a intégré non seulement la pollution en tant que telle, mais aussi d'autres domaines comme la conservation et la restauration des habitats et l'aménagement des territoires. Enfin, la nécessité d'avoir une vision globale et d'ensemble de l'estuaire est souvent mise en valeur, et cela indépendamment des découpages administratifs. Et ce qui ne peut pas dire, ce n'exclut pas des découpages qui peuvent être dans l'estuaire, des découpages de l'estuaire en zones homogènes sur la base de critères scientifiques. Maintenant, si on vient ici maintenant aux gestions de conflits, dans la pratique, nous voyons que les limites spatiales des estuaires en tant que telles sont rarement à l'origine des conflits.
des conflits surgissent dans le cas, par exemple, où des mesures sont prises, des mesures de restauration, de mesures de protection sont prises, qui suscitent l'opposition des activités des entités locales ou, par exemple, des usagers dans le cas des expropriations. Et aussi, il y a des conflits, par exemple, comme une collectivité locale qui était considérée comme responsable, qui se considère comme responsable, ne s'est pas impliquée dans une procédure, alors ça suscite des conflits. Indépendamment de la voie judiciaire, qui est très importante, il est très important aussi de prévoir des mécanismes de coordination et des procédures d'arrangement. La participation aussi des parties prenantes dans l'élaboration de plans est très important parce qu'il permet, cette participation, d'anticiper les tensions. Les questions qui font plus souvent l'objet de conflits propres aux estuaires ont trait aux activités de dragage et aussi à la gestion des sédiments. La délivrance du permis peut prendre, par exemple, le permis pour un dragage peut prendre 12 ans, par exemple. Et le choix des lieux de déversement, des bouts de dragage, ainsi que la réutilisation des sédiments sont des questions qui suscitent des tensions entre les entités responsables. Et il est souvent nécessaire d'arriver à un arrangement en amont de l'engagement de la procédure d'autorisation. On peut dire un troisième que un troisième enjeu, c'est la participation des parties prenantes. La participation intervient surtout au niveau d'information et de consultation et moins dans la prise de décision concertée. Il y a un exemple, il y a des plateformes. Oui. Il y a des plateformes focalisées dans un domaine, on peut parler pendant la discussion, et aussi il y a des exemples qui sont intéressants d'une prise de décision avec l'implication focalisée de stakeholders, mais nous pouvons en discuter après. Une dimension importante, et c'est la dernière partie, une dimension importante de la gestion des estuaires est l'adoption de stratégies flexibles pour que les mesures prises soient adaptées aux changements selon les résultats de leur évaluation et suivi. Il est très important d'avoir une stratégie à long terme et il y a des plans de gestion qui incluent des scénarios en fonction des effets du changement climatique et d'aménagement liés aux activités économiques. La discussion dans le dernier temps concentre surtout dans la restauration en utilisant des plans, en utilisant des moyens naturels, par exemple la restauration des marais salés. Et aussi il est une question liée est la question de dépoldérisation, qui est une question spécifique et qui signifie le retour de certains espaces aux marais et à la mer. On peut conclure. C'était les changements et les divers enjeux. Oui. Et en conclusion, on peut dire que il existe les instruments internationaux et régionaux sont là. Et il y a une intégration entre ces instruments. D'autre part, sur le plan interne, il y a de plus en plus d'éléments d'intégration dans le droit interne et dans la pratique interne, mais comme les estuaires sont des espaces complexes, les problèmes qu'on fasse pour la zone côtière et pour les autres espaces, comme la gouvernance, l'intégration, la coordination et les problèmes de participation, ils sont plus prononcés dans le cas des estuaires. Et pour cette raison, il est très important de trouver un juste équilibre entre, d'une part, le spécifique, ce qui est spécifique et concret pour l'estuaire, et d'autre part, ce qui est stratégique, et aussi ce qui est flexible, une approche flexible, et d'autre part, une approche
des mécanismes solides. Et ça doit être effectué dans l'intérêt de l'adaptation et aussi de la sécurité juridique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie beaucoup de ce panorama que vous nous avez dressé sur le contexte juridique, les différents niveaux oui, justement, du contexte juridique, du rôle du droit interne, des problèmes aussi de gestion dont il faut en parler, et l'effort des États et des organisations internationales aussi de régler ce problème d'estuaire d'une manière qui préserve, qui protège et qui préserve leur écosystème. Et on peut en parler pendant la discussion, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Voilà, le professeur Gutiérrez va prendre la parole maintenant pour nous parler d'une convention internationale à vocation mondiale et puis d'une réglementation régionale qui concerne la Méditerranée. Donc je lui pose la question, comment cette double appartenance entre terre et mer de ces zones de transition et d'unité déteint-elle sur une protection qui semble glisser inévitablement d'une réglementation internationale justement sectorielle vers une protection régionale intégrée qui prend en compte les impacts du développement côtier et de l'environnement terrestre et maritime. Je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier Lindemer pour son invitation à participer au colloque. Et pour moi, c'est un honneur d'y participer. J'aimerais aussi remercier aux autorités monégasques pour son accueil. Et en même temps, j'en profite pour féliciter pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup et félicitations aux organisateurs et organisatrices. Bien, je parlerai... Voilà. Comme vous savez, une grande part de la vie maritime se concentre dans les zones côtières, comme nous avons présenté avant, où les écosystèmes favorisent une grande diversité biologique. Mais dans ces systèmes à la fois dynamiques et fragiles, interactifs, mi-mer, mi-terre, l'occupation de l'espace et l'exploitation des ressources ne font pas toujours bon ménage. Les zones humides côtières sont parmi les écosystèmes les plus riches et les plus essentiels du monde. La constitution de ces écosystèmes est liée aux caractéristiques climatiques et géomorphologiques du territoire en interdépendance avec les forêts, les montagnes, les plaines et des autres écosystèmes. Cependant, au niveau mondial, les écosystèmes des zones humides côtières disparaissent à un rythme plus rapide que celui de n'importe quel autre écosystème. Dans ce contexte, la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, la Convention Ramsar, joue un rôle fondamental dans la conservation de ce type de coton. En fait, la Convention définit les zones humides en termes assez généraux en reconnaissant 3 catégories: les zones humides marines et côtières, les zones humides intérieures et les zones humides artificielles. En vertu de cette convention, les parties contractantes acquièrent 3 obligations principales qui sont les piliers des Ramsar: conserver et utiliser judicieusement toutes les zones humides, désigner et conserver au moins une zone humide d'importance internationale et coopérer pour la conservation des zones humides transfrontalières. C'est ça, nous pouvons affirmer que la Convention Ramsar possède des instruments, beaucoup d'instruments, mais des instruments en particulier très intéressants pour protéger les zones humides côtières. La création d'une liste des zones humides d'importance internationale, la liste Ramsar, et le concept de l'utilisation rationnelle, qui est un concept équivalent à l'utilisation durable dans ce moment. La liste Ramsar, que nous pouvons voir ici un peu la liste des zones humides dans le monde, est le plus grand réseau mondial d'aires protégées. Il y a plus de 2400 sites Ramsar, dont 1014 sont côtières.
les pays qui possèdent le plus grand nombre de sites Ramsar dans le monde sont le Royaume-Uni, le Mexique, voilà, l'Espagne. C'est comme ça, dans l'Espagne, il y a 76 zones humides et donc 28 sont côtières. Le cadre d'utilisation, en ce qui concerne l'utilisation rationnelle, que c'est le concept, l'instrument que je dis intéressant dans la Convention, le cadre d'utilisation rationnelle élaboré par la Convention fournit un mécanisme approprié pour assurer l'intégration des zones humides dans les programmes mondiaux de développement durable, en appuyant les initiatives liées à la biodiversité, au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophes. J'ai cherché des bons exemples, des bonnes pratiques. Et par exemple, le cas de l'Amérique latine ou le cas de l'Amérique centrale, c'est très intéressant. Vous savez par exemple que, voilà un moment, là, qu'à Costa Rica, on peut concentrer les 7% de la biodiversité mondiale. Il y a beaucoup de cas, d'exemples très intéressants que la liste Ramsar a aidé aux États à maintenir, protéger et éviter la destruction touristique et l'urbanisation de certains écotons privilégiés. Comme par exemple, à la droite, c'est le golfe de Montijo, Panama. La zone humide du golfe de Montijo, très riche, est située dans le sud de la province de Baraguas, sur les côtes pacifiques du Panama. Elle fait partie d'un corridor biologique qui relie l'écosystème et la biodiversité entre les parcs nationaux de Coiba, Santa Fe, Cerro Olla et la réserve forestière de Montuoso et des autres zones côtières. Le golfe de Montijo a été désigné en 1990 le premier site Ramsar de la République de Panama. À partir de ce moment, a commencé une protection avec beaucoup de succès. En 1994, le gouvernement de Panama a déclaré le golfe de Montijo sont des ressources gérées. Et en 2012, l'autorité environnementale nationale a décidé de lancer un processus menant à la formulation d'un plan de gestion pour la zone qui a été un succès. Il y a des autres exemples, par exemple en Chili, la partie de l'humedal de costero de la bahia de Tonroy, qui a été déclarée après d'être insérée dans la liste Ramsar, a été déclarée par loi sanctuaire naturel. Et c'est une façon de protéger, d'éviter de bloquer pour l'urbanisation et aussi l'utilisation du tourisme. Il y a beaucoup d'exemples, mais en particulier, je préfère parler et je préfère attirer votre attention sur la question de la Méditerranée. Une attention particulière mérite la protection des zones humides et des autres écosystèmes côtiers dans la région de la Méditerranée pour deux raisons principalement. La première, parce que la plupart des zones humides de la Méditerranée se retrouvent à basse altitude et sont principalement côtières. La deuxième, parce que la région méditerranéenne a perdu la moitié des zones humides qu'elle recelait en 1900. Par exemple, en Tunisie, les 28% des zones humides ont disparu au cours du siècle dernier. En Espagne, les zones humides naturelles ont perdu les 60% de leur superficie, principalement au cours des quatre dernières décennies, à cause de l'agriculture et à cause de l'urbanisation. Voilà, c'est un exemple, il y a beaucoup d'exemples. Alors, les Méditerranées, il faut attirer l'attention sur la Méditerranée. Cependant, pour lutter contre la dégradation et la perte de ces cotons côtiers, les États méditerranéens disposent non seulement de la Convention de Ramsar, mais aussi d'un grand nombre d'instruments juridiques pour la protection à plusieurs niveaux, en réponse à la question que nous avons parlé. Au niveau international, il y a beaucoup de conventions très connues, mais on peut être très utile des autres conventions internationales, comme par exemple la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972, ou par exemple la Convention de Genève de 1979 contre la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance. Ou par exemple la Convention de Bâle de 1999 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets. Il y a beaucoup de conventions, la Convention de Stockholm aussi de 2001 sur les pollutions organiques persistantes adoptée en 2001. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'instruments. Et notre argument, c'est la ratification et on peut dire les compromis asymétriques dans la Méditerranée et aussi l'application dans la pratique au niveau international. Si nous allons au niveau régional, on peut dire qu'il y a un peu plus d'effectivité des contrôles.
Et évidemment, nous trouvons un peu les protagonistes des systèmes de la Méditerranée, les systèmes de Barcelone. Je parle des systèmes parce que ce n'est pas seulement une convention, des protocoles, des organes. Le système de Barcelone est accompagné, c'est les protagonistes, mais on peut appuyer, nous pouvons utiliser des autres instruments. La Convention relative à la conservation de la vie sauvage ou des milieux naturels de l'Europe, la Convention de Berne de 1979, ou les accords relatifs à la conservation des oiseaux aquatiques migrataires d'Afrique et Eurasie de 1995, ou de la rivière Sud, par exemple, la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de 2003. Je parle des conventions que tout on peut être appliqué dans la côte et qui ont des instruments très utiles. Une autre chose est l'application par partie des États. Il y a des instruments. Si nous parlons de l'Union européenne, vous avez parlé de l'Union européenne, la chose, on peut dire que les États de l'Union européenne auront un triple engagement en matière de protection, parce qu'ils devront également mettre en œuvre dans leur système juridique respectif les cadres de protection de l'Union européenne, qui n'est pas minimum, c'est un cadre intéressant. Directive Habitat, directive oiseaux sauvages, directive cadre sur l'eau, directive cadre stratégie pour les milieux marins, directive établissant un cadre pour la planification d'espaces maritimes. C'est-à-dire, alors, il y a des instruments. Il y a beaucoup d'instruments au niveau international, régional et aussi en l'Union européenne. En ce qui concerne le cadre juridique de protection régionale, je crois très intéressant, je crois que nous devons mettre attention sur le système de Barcelone. Pourquoi? Parce que c'est un modèle international et aussi il regroupe tous les États riverains de la Méditerranée, tant ceux du Nord que ceux du Sud, constituant ainsi un forum exceptionnel entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Il faut y ajouter l'Union européenne dans la Convention de Barcelone, en tant que personne juridique internationale est habilitée par l'article 33 de la Convention à être partie de cet ensemble. C'est intéressant. Le système de Barcelone, à mon avis, contient, c'est un peu le débat de ratification, le système de Barcelone contient déjà juridiquement les germes de la protection des cotons côtiers de la région. Un bon exemple est la référence continue à la côte et au littoral dans les différents domaines d'application de la Convention de Barcelone et aussi de certains protocoles. Ainsi, après l'amendement de 1995, le texte de la Convention a été rebaptisé, comme vous savez, comme Convention pour la protection du milieu marin et des littoraux de la Méditerranée. Étendant son champ d'application, selon l'article 1, au littoral tel qu'il est défini par chaque partie concordante. En ce qui concerne les protocoles, il y a noté que certains d'entre eux offrent des mécanismes utiles très intéressants pour la protection de ces cotons côtiers, tels que par exemple les protocoles offshore. L'article 2 affirme que toute partie contractante au présent protocole peut inclure des zones humides ou zones côtières dans ce territoire pour la protection. C'est-à-dire que, de façon littérale, parler de la côte. Les protocoles concernant la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires en cas de situation critique, etc. Ces protocoles, l'article 1, vise les accidents qui peuvent être une menace pour les milieux marins, mais également pour les littoraux, littéralement dit les littoraux. Il y a des autres protocoles, évidemment, les protocoles relatifs à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant des sources d'activités situées en terre, les protocoles sur la source terrestre. Ces protocoles est très intéressant parce que l'objectif est de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et limiter, dans toutes les mesures possibles, la pollution de la mer Méditerranée provenant des sources et d'activités situées à la terre. L'article 3 de ces protocoles étend la protection au bassin hydrologique, c'est-à-dire aussi aux estuaires. Nous trouvons des exemples, mais à mon avis, les deux protocoles étoiles, les protocoles protagonistes vraiment sont qui offrent une grande protection, sont les protocoles relatifs aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique de la Méditerranée et les protocoles sur la gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée. Le premier protocole, comme vous savez, fournit les cadres régionaux pour la conservation et utilisation durable de la diversité biologique en Méditerranée. Ce protocole inclut dans son champ d'application, article 2, les zones côtières terrestres désignées par chacune des parties, y compris les zones humides. Le protocole prévoit 3 éléments principaux pour assurer la conservation de la biodiversité en Méditerranée. La première, la création, protection et gestion des aires spécialement protégées.
Deuxièmement, la préparation d'une liste de zones de protection spéciale d'importance méditerranée. Et troisièmement, la protection et la conservation des espèces. Les cas, j'ai mis par exemple le cas de l'Espagne, c'est un cas intéressant parce qu'il a déclaré beaucoup de zones dans la partie de la Méditerranée. Zones avec beaucoup de succès dans certains cas et des autres qui ont été en échec, je dirais. Par exemple, beaucoup de succès, c'est les zones situées au sud de l'île d'Alborán, où il y a les phoques moines, qui c'est une phoque en extinction, et aussi les corals rouges. Il y a une biodiversité très riche, et vraiment la zone a été un bon succès d'un point de vue de la protection et de la conservation. C'est une chose totalement différente avec la mer Menor, qu'après nous pouvons parler. Le deuxième protocole que j'ai fait référence est le protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée, qui est en vigueur en 2011. Il est devenu le premier instrument juridiquement contraignant dans le monde de la gestion intégrée des zones côtières. Et après a été pris comme référence dans des autres points du monde. En Amérique latine, Caraïbes a été pris comme référence pour faire aussi des protocoles. Ce protocole est fondé sur la gestion intégrée des zones côtières en tant que processus dynamique de gestion durable, intégrant à la fois les territoires marins et terrestres et les acteurs de développement durable, privés et publics. Le protocole identifie une série d'instruments à utiliser au plan national, comme par exemple la mise en place des observatoires et des inventaires. Mais les instruments les plus opérationnels sont la planification et les études d'impact. Le protocole demande aux parties de prendre des mesures nécessaires pour protéger les caractéristiques de certains écosystèmes côtiers spécifiques et adapter l'économie côtière et maritime à la nature fragile des zones côtières. En ce sens, le test met à l'avant une exigence fondamentale pour l'aménagement des zones côtières, à savoir la nécessité d'appliquer une approche écosystémique dans la gestion de la zone côtière. J'ai mis un exemple parce que, par exemple, le cas du Maroc et l'Espagne, c'est un bon exemple de coopération entre des États. La coopération hispano-marocaine. Le Maroc et l'Espagne ont ratifié le protocole de Madrid et se sont engagés à développer ce type de gestion sur leur côté méditerranéen en établissant le mécanisme juridique ou des stratégies nécessaires. Actuellement, nous pouvons voir ici, c'est une image d'un plan, un projet qui a été financé par l'Union européenne entre le gouvernement du Maroc et le gouvernement de l'Andalousie, parce qu'en Espagne, la question de la gestion de la côte dépend de la région, ce n'est pas une question exclusive de l'État, sinon régionale, de la communauté autonome. Et on fait un projet pour des experts, pour connaître bien la diversité de l'écosystème de la mer d'Alborán, pour faire après une législation homogène et équilibrée. Parce que la mer d'Alborán est un écosystème. Alors, c'est absurde de faire des mesures dans le nord, la partie nord, est différente à la partie sud, parce que c'est un écosystème vivant, relié. Alors, et c'est très intéressant parce qu'on fait des déclarations qui, dans le cas de l'Espagne, après, ont été utilisées par la région de l'Andalousie et des autres régions pour faire la loi autonome applicable dans la zone. Dans le cas du Maroc, encore il n'y a pas une loi, mais c'est vrai que, et c'est juste dire que le Maroc fait beaucoup d'efforts pour adapter les protocoles dans la législation interne. Et actuellement, on peut visiter par exemple la web du ministère de Transition écologique du Maroc. On peut voir les projets qu'actuellement il y a en application avec la coopération, qui sont en application avec la coopération italienne, les banques mondiales, les financiations aussi de l'Union européenne. L'idée surtout est fournir des techniques, des techniciens, des informations et avoir des outils pour une prochaine loi. Mais c'est la partie positive, on peut dire, c'est la partie positive. Mais le revers de la médaille, la lagune des Mar Menor. Voilà. La lagune des Mar Menor est un exemple, je dirais, d'échec de la mauvaise protection du système international de ces cotons côtières. Cette lagune est une superficie de 170 km² séparée de la mer Méditerranée par un cordon littoral de sable appelé Manga de Mar Menor en espagnol et en français manche du mineur. Et aussi le sol est des roches volcaniques. Vraiment, c'est une diversité très riche. Cette lagune, cet écosystème, on peut affirmer que la lagune des eaux salées plus grande de l'Europe.
Mais actuellement, littéralement, on peut dire que, d'un point de vue théorique, est hyper protégé. Sinon, nous pouvons étudier la situation de la ratification des conventions espagnoles et aussi la loi, et on peut affirmer que la lagune est inclue et a été comme zone Ramsar dans la liste internationale de Ramsar et considérée zone d'importance spécialement protégée pour la Méditerranée dans le cadre de la Convention de Barcelone, et aussi zone de protection spéciale pour les oiseaux. Et et site d'importance pour la conservation appartenant à la région Natura 2000. C'est-à-dire que je pourrais continuer jusqu'à 10 types de protection. Mais qu'est-ce que les résultats? Voilà, le résultat est que la lagune en 2016, la lagune entière avait perdu sous l'effet de la prolifération des microalgues. En 2017, la lagune a perdu le pavillon bleu en raison de la turbidité des eaux. En 2019, la lagune a perdu les plus grandes parties des prairies sous-marines. En 2020, les 90% de la population du mollusque Pinna nobilis a disparu. Et en 2021, a été un choc, littéralement, des tonnes de poissons morts par manque d'oxygène sont ramassés sur les plages. Cette image des tonnes de poissons morts sur la plage a choqué à la population espagnole vraiment. Jusqu'à le point qu'a commencé un mouvement de société civile très intéressant qui a provoqué, j'ai mis ici des journaux, par exemple, a été les premières pages des journaux nationaux de l'Espagne, des manifestations à Madrid, des sociétés civiles, des ONG. Aussi, cette initiative a été initiée ou promue par un professeur de l'université de philosophie et de droit, et que finalement, grâce à un mécanisme juridique qui existe dans la Constitution espagnole, qui existe dans tous les pays démocratiques, l'initiative législative populaire, c'est-à-dire qu'un ensemble de personnes, avec un nombre de signatures, peuvent présenter un texte législatif au Parlement. Les parlements ont l'obligation de faire un débat, et le texte a été présenté, et finalement a été approuvé la loi. Et la lagune de Mar Menor, en Espagne, est devenue le premier écosystème européen doté de statut juridique. C'est intéressant parce que ce n'est pas une nouvelle formule, elle a été employée dans le parc national de Te Urewera en Nouvelle-Zélande, les fleuves Yarra en Australie, l'Inde, par exemple, les fleuves de Gange. Et l'Équateur, comme je dis, a introduit dans la Constitution 2008 la personnalité juridique de la nature. Et aussi, le lac Erie aux États-Unis a été protégé comme personne juridique. Mais attends, en 2020, un juge fédéral a annulé la personnalité juridique des lacs. C'est intéressant. Mais pour finir, je dis que finalement, la loi est intéressante parce que la loi a reconnu des droits à la lagune, les droits à exister en tant qu'écosystème, les droits à évoluer naturellement, mais c'est nécessaire pour être effectif en toute heure. Un système qu'on peut faire la représentation avant l'administration des juges. Évidemment, finalement, on fait un comité de représentants, une commission de surveillance et un comité scientifique qui sont composés par politiques du gouvernement national, régional et la majorité membres de la société civile. Finalement, ici, on peut voir les fonctions des comités, qui est faire des actions, faire aussi déterminer la définition d'indicateurs écologiques. Et finalement, avant de venir ici, j'ai mis une question écrite au gouvernement espagnol, grâce à l'appui des amis sénateurs, qui a été admis pour une réponse. Malheureusement, je n'ai pas reçu la réponse encore sur les effets de la loi. J'espère que pour la publication, on pourrait avoir une réponse pour les effets. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation plein d'exemples, et surtout pour l'exemple espagnol. Il faut aussi dire qu'il y a du non-dit et du non-écrit derrière, parce que le droit international a énormément aidé aussi, puisque dans le système de Barcelone, il existe un comité de surveillance devant lequel justement la société civile a rapporté ce cas. Il y a une instruction qui avait été ouverte
Et donc, une mise en demeure, si vous voulez, d'une manière inofficielle de l'Espagne. Du coup, ça a aussi poussé de sorte à ce qu'une décision soit prise dans le sens par le juge. Et le même système marche aussi au niveau de l'Union européenne concernant le suivi des directives, comme c'était le cas de la Grèce, par exemple, pour un cas d'une zone de protection dans le sud du Péloponnèse, où la Grèce a été mise en demeure par la Commission, et puis après amenée devant la Cour, un constat de violation sur plusieurs articles de la directive sur les habitats, et ensuite, justement, une législation qui corrige très bien la situation, qui fait un plan, etc., etc. Donc voilà, les questions de suivi sont très importantes. Ça existe en droit international, il ne faut pas le négliger. Évidemment, tout ne marche pas comme on le voudrait, mais voilà. Et alors, il est 1h. Vous me permettrez de donner la parole donc, au public pendant 5 minutes, des questions ou des jugements ou des critiques constructives. La parole est à vous, à moins que vous ayez très faim. Voilà, voilà, madame, je vous donne la parole. Merci beaucoup. J'ai juste une question pour Victor Gutiérrez par rapport à la question du Mare Menor et du fait de conférer, on en a parlé un peu hier, la personnalité juridique. Alors j'ai toujours un peu de réticence par rapport à cette pratique et je crois que tout dépend en réalité du régime juridique qui va avec ce statut. Ça peut être un outil, mais je crois que tu l'as bien dit, ça dépend ensuite de qui représente, parce qu'avoir des droits en tant que milieu naturel, c'est très bien, mais ensuite, encore faut-il en faire quelque chose, etc. Alors, j'ai bien compris que c'est assez récent, que pour l'instant, il n'y a pas assez de recul pour avoir encore un bilan de ce mécanisme, mais quelle est ton opinion sur le régime, et notamment même institutionnel, qui a été mis en place pour l'activation, finalement, de cette protection ? Écoutez, j'en prends encore une question et puis on groupe, si vous le permettez. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait Voilà. Merci. Ce n'est pas une question, mais juste un commentaire pour renforcer l'importance de ces zones, de ces écotones comme zone refuge. Tout à l'heure, il a été mentionné la mortalité des grandes pinas, qui est due à un parasite depuis les années 2016, qui a décimé la quasi-totalité de cette grande nacre en Méditerranée. Et on retrouve depuis quelques mois, dans ces estuaires, dans ces zones salées, on retrouve des individus qui ont résisté et qui pourraient donc servir pour repeupler la Méditerranée. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de voir que dans cette mer intérieure qui a ces caractéristiques-là, les grandes pinas sont toutes mortes. Mais ça renforce vraiment l'intérêt de cette zone. Je vous remercie. Et une question très, très brève, s'il vous plaît, oui. Allez-y, monsieur, vous avez levé votre main ? D'accord, très bien. Alors, voilà. Chers collègues, vous pouvez répondre à cette question de madame. Oui, oui, bien sûr. Oui, alors quand je commençais à étudier les cas des Mar Menor, j'avais la même impression, parce que je pensais que c'est une question politique, de la déclaration, parce que normalement en Amérique latine on fait beaucoup de déclarations de la nature, de la papa-maman, des choses liées au peuple indigène, etc., mais sans effet. Mais c'est vrai que c'est nécessaire pour être effectif un représentant légal avec des capacités de faire la tutelle. Et je crois que une fois que nous avons arrivé à ce point de destruction, la loi a été votée par unanimité. Et aussi, je crois que c'est là que je vis, la majorité des participants dans la commission ne sont pas politiques, sont avocats de défense de l'environnement, des professeurs universitaires et de certains ONG qui ont promu la loi. Alors, je suis optimiste. Parce que la loi dit, par exemple, l'exposition des motifs, l'introduction de la loi, le gouvernement espagnol dit qu'elle est le résultat d'un compromis qu'il a acquis dans l'accord de Paris. C'est-à-dire que c'est la manifestation d'un compromis international et aussi de la nécessité de donner une réponse à la citoyenneté.
Et vraiment, c'est un compromis que je vois que juridiquement explique très bien. Ce n'est pas seulement une déclaration. Explique très bien les droits, quels sont les droits, et aussi les possibilités de faire des actions. La loi dit que toute personne privée, publique, administration, ONG, une personne peut faire des actions contre l'administration, personne publique, privée, qui puisse nuire ou qui puisse violer la loi. C'est-à-dire donne la possibilité de que l'action soit exercée aussi par des personnes. Alors, je trouve très intéressant parce que nous vous le connaissez très bien, toute la question des mécanismes de contrôle de l'environnement à partir de la société civile dans certains cadres de protection, c'est-à-dire la Convention alpine, la Convention d'Aarhus. Il y a des conventions où la participation de la société civile dans les mécanismes de façon officielle ont donné un succès extraordinaire. C'est-à-dire, donne la possibilité à ses avocats, de façon légale, à avoir des instruments pour agir contre l'administration ou les personnes privées d'entreprise, je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il faut attendre, mais je crois que ce sera une bonne formule parce qu'actuellement, il y a une autre proposition. Il y a une autre initiative pour considérer aussi personne juridique à l'estuaire del Duero, du fleuve Duero. Alors, je crois qu'ouvre la porte à une interrogation, une question. Et la reconnaissance de la personnalité et le statut juridique à la nature un nouveau instrument pour la protection effective des compromis internationaux, c'est-à-dire parce que je viens d'expliquer qu'il y a un univers d'instruments juridiques pour la protection de la côte. Un univers, parce que c'est difficile de faire un résumé, il y a beaucoup, mais le problème est l'application asymétrique et surtout la faiblesse des mécanismes de contrôle et application. Parce que les États, finalement, l'exemple de la Convention de Barcelone, vous savez, les États ont l'obligation d'envoyer des rapports. Dans les 2018 et 2019, seulement 12 États ont envoyé les rapports. C'est comme ça. Et tout le monde est content. Alors, c'est un peu ridicule de parler de la protection, parce qu'après la protection, il n'existe pas vraiment. Et si vous voyez, par exemple, les statuts de ratification, il y a des protocoles qui seulement ont été ratifiés par une tiers partie des membres de la Convention. Alors ce n'est pas seulement la question le titre de la protection des États, l'obligation, c'est bien, mais après, la deuxième partie est comment on peut mettre des mécanismes effectifs de contrôle. Peut-être que l'ouverture de la participation officielle de la société civile peut être une solution. Peut-être. Je remercie beaucoup les membres du panel. Je remercie beaucoup aussi le public qui est dans cette salle de son attention et puis de ses questions. Et je vous souhaite à tous bon appétit.